Bonjour, je m'appelle Naïk Bigé, je suis interne en 4e semestre de néphrologie. Je vais vous présenter cette conf de néphro de D4. La néphrologie est encore pour vous difficile en début de D4. Ne vous inquiétez pas, c'est le cas pour la plupart d'entre vous. Et j'espère qu'à l'issue de cette conférence, vous aurez appris à acquérir des nouveaux réflexes en néphrologie et également en méthodologie, ce qui est très important pour réussir l'internat et pour votre vie d'interne future. Donc maintenant, on va passer au dossier. Donc il y aura 4 dossiers longs. On va y aller. Le dossier numéro 1. Donc il s'agit d'un homme de 50 ans qui vous est adressé pour la découverte d'une insuffisance rénale. Il présente une hypertension artérielle traitée par Renitec depuis 10 ans. Dans les antécédents familiaux qui sont assez lourds, on note un décès chez son père à l'âge de 60 ans d'urémie et un frère décédé à 45 ans d'hémorragie cérébrale. Sa grand-mère souffrait également d'urémie. Il a 2 enfants et un petit-fils. À l'examen, il pèse 70 kg, sa pression artérielle est à 150/75, sa fréquence cardiaque à 90. L'examen clinique est sans particularité, en dehors d'un contact lombaire bilatéral et d'une hépatomégalie bosselée. Les examens biologiques retrouvent une créatinine à 400 micromoles et une urée à 22, avec une réserve à 17 millimoles par litre et une hémoglobine à 13 grammes. Et le patient vous apporte également cet examen que vous devez interpréter. Est-ce que vous auriez réalisé cet examen et justifié votre réponse? On passe à la question numéro 2. Quel est votre diagnostic et sur quels arguments? Quelle est la cause de ce diagnostic? Comment prenez-vous en charge cette insuffisance rénale? Le patient vous demande s'il existe un risque pour ses enfants et son petit-fils. Qu'est-ce que vous lui répondez? Quelle est votre attitude quant à ses enfants? Quelque temps plus tard, le patient se présente aux urgences pour des céphalées et des vomissements. Il a 37,8, la nuque est raide et la lumière le gêne. À l'examen neurologique, vous retrouvez une paralysie oculomotrice en abduction sans déficit focal autre et les réflexes sont en flexion et vifs, les réflexes cutanéo-plantaires en flexion et les réflexes ostéotendineux vifs aux 4 membres. Vous faites cet examen, décrivez-le et quel est votre diagnostic? Comment interprétez-vous l'examen neurologique? Cet événement aurait-il pu être évité? Si oui, comment? Sinon, justifié. On va donc passer à la correction. Donc, je vous rappelle qu'il s'agit d'un patient de 50 ans qui vient vous consulter pour une insuffisance rénale chronique et qui a de lourds antécédents. Donc le premier examen, vous devez l'interpréter. Donc vous devez d'abord dire quel est le type de l'examen. Il s'agit donc d'un scanner abdominal. Ce scanner est avec injection de produit de contraste puisque vous voyez ici l'aorte qui est opacifiée et vous voyez également le parenchyme rénal qui prend le contraste. Par ailleurs, vous voyez de multiples formations hypodenses bien arrondies, bien limitées, qui ne prennent pas le contraste et qui détruisent le parenchyme rénal. Enfin, vous voyez que les reins sont de taille très volumineuse. Il y a donc une néphromégalie bilatérale. Donc, la réponse. Les mots-clés. Donc, il s'agit d'un scanner abdominal. Il faut bien préciser que c'est un scanner abdominal avec injection, puisqu'on voyait que l'aorte était opacifiée. Ensuite, vous voyez une néphromégalie bilatérale avec de multiples kystes rénaux bilatéraux sous la forme de masses arrondies hypodenses, de contours réguliers qui ne sont pas rehaussés par le produit de contraste. Ensuite, on vous demandait si cet examen était indiqué. Dans ce cas-là, vous devez répondre soit oui, soit non. Donc là, la réponse était non. Pourquoi? D'abord parce que le patient a 400 micromoles de créate, donc l'iode est strictement contre-indiqué en cas d'insuffisance rénale. Par ailleurs, pour faire le diagnostic de polykystose rénale, une échographie rénale suffit, il n'y a pas nécessité de faire un scanner. Quel est donc votre diagnostic et sur quels arguments? Il s'agit donc d'une polykystose rénale autosomique dominante, puisque vous pouviez faire un arbre généalogique qui vous montrait que la transmission était autosomique dominante. Cette polykystose est compliquée d'une insuffisance rénale chronique stade 3 et tous les mots sont importants. Donc cette insuffisance rénale est chronique et elle est de stade 3 puisque vous pouviez calculer la clairance de la créatinine selon Cockcroft qui était à 19 millilitres minute. Les arguments.
Donc quand vous devez justifier un diagnostic, je vais vous montrer comment on fait. Donc pour cela, vous devez d'abord donner les arguments cliniques. Ces arguments, c'est d'abord à l'interrogatoire. À l'interrogatoire, vous devez préciser l'anamnèse, les antécédents personnels et familiaux, donc c'est-à-dire le terrain, les facteurs de risque, par exemple les facteurs de risque cardiovasculaires. Vous devez également rechercher les signes généraux. Est-ce qu'il y a de la fièvre, une altération de l'état général? Et les signes fonctionnels. Est-ce que vous retrouvez des douleurs, etc. Ensuite, vous deviez justifier par l'examen clinique. Comme pour tout examen clinique, vous devez faire systématiquement l'inspection, la percussion, la palpation et l'auscultation. Enfin, vous devez justifier par les examens complémentaires. Donc ces examens complémentaires, il s'agit soit de la biologie, de la bactériologie, de l'imagerie, etc. Et enfin, n'oubliez pas une chose importante, ce sont les signes négatifs. Donc pour justifier l'interrogatoire, l'examen clinique, les examens complémentaires et enfin les signes négatifs. Chez ce patient, donc pour l'interrogatoire et le terrain, vous aviez un âge compatible, des antécédents familiaux compatibles avec une transmission autosomique dominante. Si on fait le schéma, vous aviez donc le père du patient, donc la grand-mère maternelle qui était atteinte, le père du patient qui était atteint, ainsi que son frère. Il s'agit donc bien d'une transmission dominante puisqu'elle se fait sur chaque génération. Et ensuite, elle est bien autosomique puisque à la fois les hommes et les femmes sont touchés. Ensuite, il y avait donc cliniquement une hépatomégalie qui signe probablement une polykystose hépatique. Et enfin, vous aviez des arguments biologiques puisqu'il n'y avait pas d'anémie malgré l'insuffisance rénale chronique sévère et des arguments échographiques puisqu'il y avait au moins 2 kystes dans chaque rein, il y avait de multiples kystes des 2 côtés alors que le patient a entre 30 et 60 ans. Quelle est la cause de cette maladie ? Il s'agit d'une néphropathie héréditaire ou génétique qui est liée à la mutation du gène PKD1. Ce gène code pour la polycystine 1. Il est situé sur le chromosome 16. Et comme on l'a dit tout à l'heure, la transmission est autosomique dominante. Donc tous les mots-clés sont importants. C'est héréditaire, c'est une mutation du gène PKD1 et c'est autosomique dominant. Comment prenez-vous en charge cette insuffisance rénale ? Donc la principale chose, c'est de limiter la progression vers l'insuffisance rénale chronique terminale. Et donc pour cela, vous faites une néphroprotection. Ça, c'est un mot-clé en néphrologie qu'il ne faut jamais oublier. Donc pour la néphroprotection, vous devez avoir un contrôle tensionnel strict avec un objectif de pression artérielle inférieur à 130/80. Vous devez impérativement contrôler les autres facteurs de risque cardiovasculaire. Donc un éventuel diabète, une dyslipidémie, arrêter un tabagisme, etc. Vous devez contre-indiquer les médicaments néphrotoxiques et l'automédication et faire un régime limité en protides, sous réserve que le patient ait un bon état nutritionnel. Ensuite, vous devrez prendre en charge les complications de l'insuffisance rénale chronique. Ces complications, quelles sont-elles ? Il y a d'abord l'ostéodystrophie rénale. Vous avez une carence en vitamine D liée à l'insuffisance rénale qui est responsable d'une hypocalcémie. Il y a également une hyperphosphorémie par défaut d'excrétion du phosphore et secondairement à l'hypocalcémie, une hyperparathyroïdie. Vous pouvez également rechercher une hyperuricémie qui est liée à un déficit d'excrétion de l'acide urique par le rein. Et cette hyperuricémie, vous ne la traiterez que si elle est symptomatique. Donc, si vous avez une hyperuricémie simplement biologique sans goutte, vous ne la traitez pas. L'allopurinol est un traitement très dangereux puisqu'il peut donner à la fois des manifestations allergiques cutanées comme un syndrome de l'aïeul, mais aussi des aplasies médulaires et des agranulocytoses.
Ensuite, vous devez rechercher une acidose métabolique, ce qui était le cas chez notre patient, une dénutrition, une asthénie et un prurite. Il faudra impérativement rechercher les complications qui indiquent une hémodialyse en urgence et qui sont l'encéphalopathie, la péricardite, et la neuropathie urémique. Ensuite, la suite de la prise en charge, il faut lui expliquer les règles hygiéno-diététiques et le faire prendre en charge par une diététicienne. Donc ce sera un régime désodé pour l'hypertension artérielle, limité en protides avec un régime à 0,8 g kg jour, riche en calcium, pauvre en phosphore, en potassium, si besoin en fonction des résultats du ionogramme sanguin, si besoin supplémenté en bicarbonate et apporter de l'eau en fonction de la diurèse. Ensuite, il faut absolument préparer le patient au traitement de suppléance puisqu'il a déjà une insuffisance rénale avancée. Il a moins de 20 ml/min de clairance. Pour cela, vous allez lui expliquer qu'il va forcément évoluer vers l'insuffisance rénale terminale. Vous allez le vacciner contre l'hépatite B, c'est très important. Et vous allez créer une voie d'abord, soit une fistule artério-veineuse si vous décidez de faire une hémodialyse, soit mettre en place un cathéter de dialyse péritonéale. Enfin, ce qui est très important, c'est qu'il s'agit d'un jeune patient. Vous devez donc envisager une transplantation rénale et lui en parler. Cette transplantation rénale pourra se faire soit par un donneur cadavérique, soit par un donneur apparenté. Et vous devez débuter dès que possible le bilan pré-transplantation rénale pour l'inscrire sur liste et qu'il bénéficie au plus vite d'une transplantation. Vous devez éduquer le patient, faire un soutien psychologique, le prendre en charge à 100% et ne pas oublier la surveillance. Le patient vous demande s'il existe un risque pour ses enfants et ses petits-enfants. Que lui répondez-vous ? Donc là, vous devez lui répondre si oui ou non il existe un risque pour ses enfants. Donc oui, il existe un risque pour ses enfants et ses petits-enfants puisqu'il s'agit d'une maladie héréditaire ou génétique à transmission autosomique dominante. Donc, pour ses enfants, le risque, c'est il y a un risque sur 2 d'être malade puisque lui-même est malade. Et pour son petit-fils, soit ses parents sont sains et dans ce cas-là, il n'y a pas de risque, soit l'un de ses parents est malade, alors comme les enfants du patient en question, il a un risque sur 2 d'être malade. L'âge de l'insuffisance rénale chronique, c'est entre 50 et 70 ans, et vous devez ne pas oublier de lui donner une information loyale, claire et appropriée à son niveau de compréhension, au calme. Quelle est votre attitude quant à ces enfants ? Vous devez pratiquer un dépistage de la polykystose chez ces petits-enfants. Ce dépistage, il se fait par une échographie rénale. C'est un dépistage en imagerie. Il n'y a pas d'indication à dépister, à rechercher une mutation génétique. Pour cela, vous faites le diagnostic en fonction du nombre de kystes présents dans les reins. Donc, avant 30 ans, il faut qu'il y ait au moins 2 kystes d'un côté ou des 2 côtés. Entre 30 et 60 ans, il faut qu'il y ait au moins 2 kystes dans chacun des reins. Et au-delà de 60 ans, il doit y avoir au moins 4 kystes dans chaque rein. Une échographie normale après 30 ans exclut donc le diagnostic de polykystose. Et comme je vous l'ai dit, il n'y a pas d'indication à des tests génétiques. Enfin, il faut absolument respecter le secret médical. Vous ne pouvez pas contacter les enfants de ce patient sans lui avoir demandé. Et vous devez obtenir l'accord du patient avant de réaliser le dépistage. Quelque temps plus tard, le patient se présente aux urgences pour des céphalées et des vomissements. Il a une fébricule avec une température à 37,8, une nuque raide et une photophobie. À l'examen neurologique, vous notez une paralysie en abduction et le reste de l'examen neurologique est normal. Donc, quel est cet examen ? Donc, vous devez d'abord le décrire. Il s'agit d'un scanner cérébral. Ce scanner cérébral est réalisé sans injection de produit de contraste. Et vous voyez ici plusieurs anomalies. D'abord, ici, donc dans les sillons, une prise de contraste, pas une prise de contraste, mais une hyperdensité spontanée qui correspond à une hémorragie méningée. Vous aviez également dans les ventricules latéraux un niveau
Ce niveau correspond à une hémorragie intraventriculaire. Ce qu'il est important de noter, c'est qu'il n'y a pas d'effet de masse, puisque vous notez que les sillons sont respectés, que la ligne médiane est bien au centre, elle n'est pas déviée. Dans le parenchyme cérébral, il n'y a pas d'hémorragie ni d'hématome. Donc, tout d'abord, il s'agit d'un scanner cérébral et il faut bien préciser, sans injection de produit de contraste. Ce scanner cérébral est en coupe horizontale. Vous voyez donc une hyperdensité spontanée au niveau des espaces sous-arachnoïdiens, c'est-à-dire au niveau des sillons. Cette hyperdensité spontanée est associée à une hémorragie intraventriculaire avec un niveau hydrique dans les ventricules latéraux. Et vous notez l'absence de complications. Il n'y a ni effet de masse, ni hématome, ni hémorragie intraparenchymateuse, ni hydrocéphalie. Donc, le diagnostic. Il s'agit donc d'une hémorragie méningée, et cette hémorragie méningée est spontanée ou non traumatique, c'est important de le préciser. Et quelle en est la cause? C'est une rupture d'anévrisme artériel cérébral. C'est une complication classique de la polykystose, ce d'autant qu'il existe des antécédents familiaux d'hémorragie méningée, ce qui était le cas chez ce patient. Donc pour justifier, comme tout à l'heure, le terrain, c'est un patient qui a une polykystose autosomique dominante, qui a des antécédents familiaux d'hémorragie cérébrale, qui présente un syndrome méningé non fébrile, et vous aviez les résultats du scanner cérébral. Comment interprétez-vous l'examen neurologique? Vous aviez une paralysie oculomotrice en abduction. Cette paralysie est liée à une paralysie du 6 qui n'a aucune valeur localisatrice. Pourquoi? Puisqu'il s'agit simplement d'un phénomène lié à l'hypertension intracrânienne. Et par ailleurs, vous notiez une hyperréflexie avec des réflexes ostéotendineux vifs, mais vous n'aviez pas de Babinski, pas de déficit pyramidal. Il s'agit donc simplement d'un méningisme lié à l'hémorragie méningée. Est-ce que cet événement aurait pu être évité? Si oui, comment? Sinon justifié. Donc la question c'est oui ou non. Donc vous devez répondre oui ou non. Donc oui, cet événement aurait pu être évité. Comment? Il fallait faire un dépistage des anévrismes cérébraux. Donc pour cela, vous deviez faire une angio-IRM cérébrale. Vous ne pouvez pas faire un angioscanner puisque ou une artériographie puisque le patient a une insuffisance rénale chronique. Cette angio-IRM cérébrale doit être réalisé puisqu'il y a des antécédents de rupture d'anévrisme chez un apparenté au premier degré, son frère, qui avait un antécédent d'hémorragie cérébrale. Et ça aurait permis un traitement préventif par radiographie interventionnelle ou par neurochirurgie. Donc les points importants sur la polykystose. La polykystose, c'est la maladie héréditaire, la cause de néphropathie héréditaire la plus fréquente chez l'adulte, dans les causes d'insuffisance rénale chronique terminale. Donc une complication classique, c'est l'hémorragie sur les ruptures d'anévrisme vasculaire, mais il y a également des complications rénales. Ces complications rénales, ce sont des complications infectieuses avec des pyélonéphrites et des infections de kystes, et également des complications hémorragiques. Les patients peuvent faire de grandes hématuries macroscopiques avec caillotage, colique néphrétique, par rupture de kyste. Ensuite, il y a des complications extrarénales, donc la polykystose hépatique qui en soi n'est pas une complication grave puisqu'il n'y a jamais d'insuffisance hépatocellulaire. Elle peut simplement occasionner une douleur ou une gêne. Il y a également des complications cardiaques avec un prolapsus de la valve mitrale, des hernies inguinales et une diverticulose colique. Retenez enfin pour l'insuffisance rénale chronique la néphroprotection, c'est vraiment un mot-clé en néphrologie. Donc pour cela, il faut prendre en charge les facteurs de risque cardiovasculaire et en particulier l'hypertension artérielle. Et enfin, n'oubliez pas de penser à la transplantation rénale en cas d'insuffisance rénale chronique terminale.